Bien, mes chers collègues, Madame la Présidente, nous sommes évidemment heureux de vous accueillir aujourd'hui pour évoquer le rôle des experts comptables et les défis auxquels ils sont confrontés. Je rappelle que vous avez été élue présidente du Conseil national de l'Ordre en décembre dernier et que vous représentez désormais environ 21 000 professionnels qui sont les premiers interlocuteurs des chefs d'entreprise, en particulier les patrons de TPE et PME, ce que nous évoquions en aparté. C'est donc une immense responsabilité dans un contexte de fort bouleversement pour les entreprises, avec de nouvelles obligations, notamment en matière de RSE, mais également de défis tels que la facturation électronique, effectivement, encore un autre sujet, le partage de la valeur ou la transition écologique. Nous aimerions savoir comment vous appréhendez ces questions au sein de l'ordre que vous représentez. Je précise que vous êtes accompagné de M. Hervé Bégaud, vice-président en charge de la durabilité, qui pourra compléter vos propos dans le temps imparti en précisant, comme vous envisagez, le rôle des experts comptables dans le traitement des données extra-financières. Les experts comptables jouent un rôle essentiel pour guider les chefs d'entreprise. La formation continue semble donc être un défi, comme nous l'avions vu à l'occasion du récent rapport de la délégation sur la transmission d'entreprise. Autre sujet, je pourrais évoquer. En effet, il est indispensable de maîtriser les dispositifs législatifs, en particulier fiscaux, pouvant aider les dirigeants. Or, ces dispositifs peuvent évoluer au gré des lois de finances, comme ce fut le cas en 2018 pour le pacte Dutreil. Je crois savoir que la formation constitue l'une de vos priorités. Aussi, pourrez-vous nous dire comment vous allez mettre en œuvre des actions concrètes dans ce domaine ? Je rappelle que depuis désormais plus de 8 ans, la délégation aux entreprises a pour mission de recenser les obstacles au développement des entreprises et de proposer des mesures visant à simplifier les normes applicables à l'activité économique en vue d'encourager la croissance et l'emploi dans les territoires. Le dialogue avec les chefs d'entreprise lors de visites de terrain constitue son ADN. La semaine prochaine, nous allons Vendée. En particulier, on sort plusieurs fois par trimestre pour aller sur le terrain rencontrer les chefs d'entreprise. Notre délégation a déjà rencontré environ 2000 dirigeants au cours de la quarantaine de déplacements effectués dans différents départements au cours des éditions de la Journée des entreprises organisées chaque année au Sénat. TPE, PME, ETI sont au cœur de nos préoccupations. C'est pourquoi nous sommes particulièrement heureux de vous entendre ce matin. Je vous céderai tout d'abord la parole pour un propos liminaire d'une durée totale de 10 à 15 minutes. Puis mes collègues pourront vous poser des questions. Je vous prierai de bien veiller à utiliser vos micros, les uns et les autres, qui sont nécessaires à la bonne captation et à la retranscription de nos échanges. Je vous remercie et vous laisse, Madame la Présidente, la parole. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, mesdames et messieurs, je suis honorée de pouvoir m'exprimer devant vous aujourd'hui et vous remercie au nom des 21 000 experts comptables que je représente de l'opportunité que vous nous offrez. Accompagné d'Hervé Bégaud, vice-président du Conseil national de l'Ordre des experts comptables, j'ai donc prévu d'aborder différents sujets relatifs à la vie des entreprises mouvementées depuis plusieurs années. Mon propos ne sera pas corporatiste, mais embrassera bien le périmètre de votre délégation, à savoir les 3 millions d'entreprises qui font le tissu économique français et qui, pour la plupart, sont accompagnées par un expert comptable. Notre pays connaît depuis 2020 des crises successives, qu'elles soient sanitaires, énergétiques en raison du contexte international ou encore économique avec une inflation que certains qualifient de galopante. Certains entrepreneurs alertent d'ailleurs sur leur impossibilité à poursuivre leur activité, faute de pouvoir assumer les charges qui en découlent. C'est le cas, par exemple, des boulangers-pâtissiers pour lesquels la facture énergétique représente une part importante du chiffre d'affaires. Face à cette situation, le gouvernement s'est mobilisé pour soutenir le pouvoir d'achat et contenir la hausse des prix. Plusieurs leviers ont été mobilisés, bouclier tarifaire et le mécanisme d'amortisseur, électricité notamment. Le problème est que ces aides ont souvent pu être complexes à mettre en œuvre ou concernent peu d'entreprises du fait des conditions d'éligibilité parfois trop strictes. C'est la raison pour laquelle nous avons eu l'occasion d'alerter, et ce, immédiatement, notre ministère de tutelle et avons proposé des amendements à ces dispositifs pour que plus d'entreprises puissent en bénéficier, et c'est de manière plus simplifiée.
J'ai dit ne pas vouloir faire ici de corporatisme, mais je dois bien avouer que mes consoeurs et confrères experts comptables sont aujourd'hui des simplificateurs de complexité administrative et que sans nous, nombre d'entreprises seraient en difficulté pour des raisons autres qu'économiques. Mais si vous le voulez bien, j'y reviendrai plus tard lorsque nous allons aborder dans cette intervention la simplification des normes. Pour revenir sur les défaillances et les difficultés, depuis 2020, les entreprises françaises ont montré une forte résilience. Bien sûr, avec le soutien sans faille de l'État et les aides déployées dans le « quoi qu'il en coûte ». Mais je tiens à souligner que c'est aussi grâce à une volonté de la part des chefs d'entreprise de s'en sortir. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas eu de casse, mais globalement, le mur de la dette annoncé et les nombreuses défaillances d'entreprises prédites ne sont pas au rendez-vous. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Certes, la France a connu la plus forte hausse de défaillances en 2022, avec 42 500 cas, soit plus de 50% par rapport à 2021, mais moins 18,5% par rapport à 2019, période avant Covid. 143 500 emplois ont été menacés, soit 50 000 de plus qu'en 2021, mais 40 000 de moins qu'en 2019. Pour les visionnaires, 2023 pourra enregistrer des chiffres proches, voire légèrement supérieurs à ceux de 2019. Nous sommes donc bien loin de ce que certains pessimistes appelleraient une défaillance généralisée. En outre, permettez-moi de reprendre la casquette d'expert comptable un court instant, de ramener le solde brut des défaillances au solde brut des naissances d'entreprises afin d'obtenir un solde net représentatif au niveau macroéconomique de la vitalité du tissu économique. Le nombre de créations a atteint un niveau record en 2022 avec plus d'1 million d'entreprises créées. Il est à noter que ce chiffre comprend évidemment les auto-entrepreneurs. C'est donc un nombre croissant de créations qu'enregistre la France, affichant ainsi un solde net positif. Pour rester dans ce positivisme, encore quelques chiffres illustrant le dynamisme économique français, issus de notre baromètre Image PME, analysant les chiffres d'affaires des TPE-PME sur la base des déclarations de TVA que les experts comptables réalisent pour leur compte. En 2022, le chiffre d'affaires des TPE-PME françaises a augmenté de 9,5% par rapport à 2021. De 12,6% par rapport à 2019, ce qui équivaut à un taux de croissance annuel moyen de 4%. Ce résultat moyen masque toutefois des disparités en termes géographiques et sectoriels et est à corriger bien sûr de l'inflation, plus 8,7% depuis décembre 2019. En tout état de cause, il est difficile de parler de récession. Mais soyons aussi réalistes, car ces chiffres ne peuvent pas éluder les difficultés rencontrées par les entreprises, qu'elles soient derrière nous avec la crise Covid ou actuelles avec la crise énergétique et le contexte inflationniste dans lequel elles évoluent. Autre sujet d'actualité pour les TPE-PME, la digitalisation. Dans un monde toujours plus connecté, avec un nombre colossal de données partagées, avec une volonté de dématérialiser un maximum de nos documents et avec toujours plus d'échanges à distance, les entreprises doivent faire face à de nouveaux défis émergents. En premier lieu, les cyberattaques, qui voient leur fréquence exploser ces derniers mois. Encore quelques chiffres pour illustrer mon propos. 60% des victimes des cyberattaques sont des TPE-PME. Une entreprise sur deux déclare avoir été victime d'une cyberattaque et en avoir subi les conséquences. Ces statistiques prennent en compte les attaques signalées. Cela signifie que le nombre réel de cyberattaques en France est beaucoup plus élevé. Les conséquences de ces attaques sont cruciales pour les entreprises. Perte de données, indisponibilité du système informatique, arrêt de la production, perte de chiffre d'affaires et j'en passe. Malheureusement, les TPE-PME ne sont pas sensibilisés à ces enjeux. Face aux risques, nous n'avons pas attendu et la profession est aujourd'hui équipée pour accompagner ses clients sur ce sujet, analyser leur sécurité numérique et les aider à se créer une identité numérique. Partenaire de confiance numéro 1 et au cœur du fonctionnement global des entreprises, l'expert comptable possède de nombreux atouts pour assumer ce rôle. Connaissance des procédures et des systèmes, prévention, maîtrise des risques. Si les cyberattaques sont de véritables menaces liées à la digitalisation, il existe aussi de véritables opportunités dans ce domaine, notamment avec la facturation électronique. Dès le 1er juillet 2024, l'ensemble des entreprises seront concernées.
Cette réforme s'inscrit dans l'évolution mondiale de la transmission de données, tout en voulant simplifier l'environnement fiscal et lutter contre la fraude. Les avantages de ce changement sont nombreux. Gain de temps sur le traitement des factures, diminution des erreurs, suivi en temps réel et encore une meilleure traçabilité. 63% des experts comptables que nous avons interrogés récemment voient la facture électronique comme une opportunité. Même si c'est encourageant du côté de notre profession, il est important de signaler que 74% des directeurs administratifs et financiers et dirigeants des petites entreprises confondent facture PDF envoyée par mail avec facture électronique et seule une entreprise sur 3 aurait commencé une démarche de mise en place de la facture électronique. Ces chiffres témoignent qu'avec l'arrivée de cette réglementation, les TPE-PME françaises ne sont pas encore prêtes opérationnellement. Mais vous pouvez compter sur les experts comptables, comme ça a été le cas pour la mise en place de la déclaration sociale nominative et le prélèvement à la source, pour qu'elle soit au rendez-vous, car les 3 millions d'entreprises vont naturellement solliciter leur premier conseiller pour se mettre en conformité avec cette nouvelle réglementation. Qui dit facture électronique dit moins de papier. Cela me permet de faire le lien avec un autre sujet plus que majeur pour la profession, qui est la durabilité. Depuis de nombreuses années déjà, la durabilité est une préoccupation majeure pour les entreprises et les organisations de toute taille. La prise de conscience généralisée des enjeux climatiques et environnementaux, ainsi que des inégalités sociales, pousse les acteurs économiques à repenser leur stratégie et leur modèle d'affaires. Dans ce contexte, notre rôle, à nous, experts comptables, est primordial. Nous sommes garants de leur transition vers un nouveau modèle plus durable. Ensemble, nous avons un devoir d'accompagnement des entreprises vers une démarche de durabilité, que ce soit par l'identification d'une aide, la décarbonation de leur activité, l'économie d'énergie, l'amélioration de leur chaîne d'approvisionnement, l'optimisation de la gestion de leurs déchets, l'aide au respect de la réglementation sociale en matière d'égalité et d'inclusion, ou encore par le renforcement de la formation RSE des membres des conseils d'administration et de direction. Il est de même pour la future mise en place de la directive européenne de reporting extra-financier, qui permettra de mesurer et de communiquer sur les performances environnementales, sociales et de gouvernance des organisations. Nous serons ainsi en mesure de vérifier la fiabilité des informations extra-financières et de les intégrer dans les comptes annuels. Fort de ce constat, je laisse la parole à Hervé Bégaud, qui porte ce vaste sujet depuis de nombreuses années et qui a la charge du nouveau secteur durabilité que j'ai instauré sous ma présidence au sein de l'Ordre, et qui siège également au comité de l'autorité des normes comptables qui porte ce sujet. Merci Cécile. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, mesdames et messieurs, afin de garantir un monde plus durable, 2 axes de travail se dessinent. Premièrement, nous souhaitons faire un état des lieux des entreprises grâce à des indicateurs mesurés pour réduire ensuite. Nous avons l'ambition de développer un outil semi-automatisé grâce à des données provenant des fichiers des écritures comptables et des données sociales nominatives ainsi que des données manuelles. Au centre des flux des entreprises, notre place nous permet d'être légitimes sur la création d'un rapport simple et compréhensible par tous, basé sur des données faciles d'accès, effectif salarial, formation, ancienneté, accidents de travail, consommation énergétique, consommation d'eau, etc. Une fois l'état des lieux dressé, les chefs d'entreprise pourront bénéficier d'une comparabilité sectorielle. Reprenons l'exemple du boulanger. Est-ce que sa consommation d'énergie est si élevée en comparaison de ses concurrents? Est-ce que son four est trop consommateur d'électricité? L'outil permettra aux entreprises de se poser les bonnes questions pour réduire leurs empreintes, accompagnées par des incitations pour passer à l'action. Ce rapport est un premier pas pour avancer vers la réglementation européenne émergente, le fameux rapport de durabilité, la CSRD. Obligatoire pour les entreprises de plus de 250 salariés dès 2025 au titre de l'exercice 2024, la CSRD, volontaire, est aussi en construction par des groupes de travail dont nous faisons partie au sein de l'EFRAG.
De plus, je co-préside un groupe de travail dans le cadre du Cercle de Giverny sur la mesure d'impact et plus spécifiquement sur comment tirer parti de la CSRD pour sa stratégie d'entreprise. Au cœur des discussions, nous défendons les intérêts des TPE-PME présents dans la chaîne de valeur en tant que fournisseurs des donneurs d'ordre. Ces dernières, par effet de ruissellement, devront structurer et rapporter leurs impacts. C'est notre devoir, autant citoyens que professionnels, d'accompagner nos clients à faire face à cette nouvelle réglementation. Dans cet esprit citoyen, le Conseil national de l'ordre des experts comptables a été auditionné dans le cadre du projet de loi Industrie verte, ayant pour objectif de faire de la France championne de l'industrie et des technologies vertes, d'accompagner la décarbonation de l'économie qui représente aujourd'hui 19% des émissions de gaz à effet de serre en France. À ce titre, nous avons formulé plusieurs propositions et avons rédigé des amendements. Je suis à votre disposition pour vous les présenter le cas échéant. Merci, Madame la Présidente. Merci Hervé. Après la RSE, je souhaite évoquer devant vous le manque de ressources dans la profession d'expertise comptable. D'ici à 2025, près de 30 000 postes seraient à pourvoir dans les métiers de l'expertise comptable. Les cabinets peinent à trouver de nouvelles recrues à cause d'une attractivité fragile. La profession comptable souffre en effet tristement d'une mauvaise image injustifiée au regard de la richesse des missions et de l'utilité qui est la nôtre. Je suis convaincue que le changement d'image passe par la communication, mais aussi et surtout par la formation, pierre angulaire de notre profession. Il nous faut relever le défi de l'adaptation des compétences, car la numérisation et l'automatisation des processus de nos cabinets doit nécessairement faire évoluer nos pratiques en tant qu'experts comptables, mais aussi celles de nos collaborateurs actuels et futurs. Nous avons besoin de nouveaux talents et la formation, qu'elle soit initiale ou continue, doit s'adapter pour les faire émerger. Les cursus au sein des écoles doivent être adaptés et innovants pour orienter les diplômes du DCG et du DSCG vers la profession comptable de demain en abordant les enjeux de la data et de la RSE. Dans votre rapport d'information de fin d'année intitulé « Faire de la RSE une ambition et un atout pour chaque entreprise », vous préconisez d'instaurer dans les établissements d'enseignement supérieur et plus généralement les formations professionnalisantes des modules obligatoires de formation aux enjeux de la RSE et de labelliser ces établissements. Sensible au sujet, sachez que j'ai déjà engagé des actions en ce sens en demandant à ce que cette thématique, au même titre que celle de la cybersécurité, soit intégrée dans le stage d'expertise comptable et en s'assurant que les écoles labellisées écoles de la profession s'inscrivent dans cette démarche. Enfin, pour terminer cette intervention, je souhaiterais évoquer la simplification des normes, vaste sujet s'il en est. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les experts comptables sont souvent assimilés à des simplificateurs de complexité administrative. À titre illustratif, j'ai évoqué précédemment les aides énergie, mais je peux y ajouter le guichet unique, qui aujourd'hui se résume à simplifier la vie de l'administration, mais pas celle des utilisateurs, que ce soit les experts comptables, les notaires, les avocats et les entrepreneurs eux-mêmes. Les déconvenues de ce nouveau portail depuis le début de l'année sont nombreuses et peuvent avoir des conséquences pour l'économie. En effet, comment lever l'impôt auprès de sociétés nouvellement créées, mais pas encore enregistrées? Question purement rhétorique qui nous invite à réfléchir sur les effets collatéraux et désastreux d'un système défaillant. Alors oui pour la simplification, mais de manière organisée, testée et opérationnelle. De manière moins conjoncturelle, je me dois d'aborder la complexification grandissante des règles fiscales et sociales qui incombent aux entreprises. Si j'étais purement corporatiste, je ne m'en plaindrais pas, mais nous œuvrons dans l'intérêt des entreprises dont l'objectif est d'assurer leur activité et nous, experts comptables, de les accompagner. De manière prospective, je ne pourrais pas être complète sur le sujet de la simplification des normes sans parler de la future transposition de la directive CSRD dont Hervé vous a parlé.
Véritable enjeu citoyen, cette future réglementation, comme vous l'avez préconisé en fin d'année dans votre rapport, que j'ai précédemment évoqué, devrait retenir un principe de proportionnalité du contenu des informations extra-financières requises en fonction de la taille et des moyens de l'entreprise concernée. Enfin, nous partageons votre proposition d'appliquer progressivement les nouveaux référentiels RSE dans les ETI et les PME, après avoir réalisé un test d'opérationnalité par un tiers indépendant que pourrait être l'expert comptable. Pour conclure cette longue intervention, vous l'aurez compris que les experts comptables et la délégation que vous composez travaillent dans le même sens. Des entreprises saines qui peuvent sereinement exercer leur activité dans un environnement administratif le plus simple possible. Je vous remercie de votre écoute et reste avec les personnes qui m'accompagnent à votre disposition pour toute question. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président. Vous venez de le dire, on travaille dans le même sens. Et tous les sujets que vous avez évoqués ont fait l'objet d'études approfondies. Et chacun des sénateurs ici travaille sur l'un ou l'autre des sujets. Donc, je suis certain qu'il y aura des questions. Le problème, ça va être de savoir dans quel ordre et surtout de les maîtriser dans la durée. Alors, on commence les questions. Qui veut commencer ? Florence, peut-être ? Allez. Vous vous présentez, puisqu'on ne l'a pas fait. Merci, Président. Merci beaucoup pour cette présentation. Oui, beaucoup de questions, mais j'en laisserai un peu à mes collègues. Tout d'abord, une question assez technique sur la facture électronique. En effet, ça arrive très vite. Quelle est la part, je ne me rends pas compte, des entreprises qui sont équipées de PGI, puisque vous évoquez que certains sont encore assez loin d'avoir entamé la démarche. Et donc une autre question sur la RSE. J'avais rencontré les experts comptables lors de votre congrès régional et ils m'avaient indiqué que concernant les TPE, vous alliez avoir un petit recueil de bonnes pratiques avec une dizaine de points. Donc est-ce que c'est le sujet que vous avez évoqué tout à l'heure avec ce fichier semi-automatisé? S'adresse-t-il à toutes les entreprises? Y a-t-il une spécificité pour les TPE? Et enfin, une question sur l'évolution du métier. On a lu récemment plusieurs articles qui disaient qu'avec la digitalisation, vos métiers allaient fortement se transformer. Donc finalement, vous avez évoqué le DCG, le DESCG, mais qu'en est-il des formations, j'ai envie de dire, amont, formation Bac Pro, formation BTS, comment faut-il appréhender avec cette évolution ces formations? Doivent-elles être rénovées et dans quel sens et quelle passerelle finalement avec le DCG? Merci. Alors, question de méthode, peut-être on va poser toutes les questions, puis vous pourrez, comme démarrage du débat. Martine Berthet? Oui, on aurait pu faire dans l'ordre, mais effectivement, merci, Président. Merci. Pendant que j'ai encore la possibilité de poser des questions, parce que je pense que nous avons tous beaucoup de questions à vous poser. Merci beaucoup pour les éléments que vous nous avez donnés jusqu'à présent. Alors, RSE et formation, bon, je vois que c'est un sujet, à la fois le RSE et la formation, deux sujets un pour lequel j'ai travaillé en fin d'année et un sur lequel je suis avec ma collègue et Michel Canevette, co-rapporteur actuellement. Vous êtes bien emparé du sujet et c'est très bien. Donc moi j'ai plusieurs questions. Un par rapport au guichet unique qui a été un problème en ce début d'année. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point, vous, de vos retours? Il semble que ça aille un petit peu mieux, mais pas vraiment encore. Deux, j'étais hier avec le président du syndicat des indépendants qui me parlait de deux problèmes et surtout des défaillances. Alors vous le disiez de façon générale, les défaillances ne sont pas supérieures pour 2022 à ce qu'elles étaient en 2019. Par contre, pour 2023,
nombre semble être en augmentation, mais surtout, il me disait qu'en fait, au-delà de ces défaillances, il y a beaucoup d'entreprises, de commerçants surtout, qui ferment avant d'être mis en situation de liquidation. Il me parlait de 41 000 entreprises en 2022, donc de personnes qui se disent ne plus avoir de solution et qui préfèrent arrêter avant d'être en liquidation. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce que vos retours sont les mêmes? Et puis également, un autre point pour ces indépendants et les PGE à rembourser. Ils aimeraient qu'il y ait, alors pas 2 ans de report pour commencer le remboursement, mais un étalement plus long de ce remboursement, de 2 ans de plus. Là aussi, pouvez-vous nous en parler? Et enfin, mon dernier point, l'industrie verte. Et j'étais un peu en retard parce que j'étais avec les industriels pour parler de ce projet de loi, là à l'instant, justement. Pouvez-vous nous dire quelles sont les propositions que vous faites sur ce projet de loi que l'on n'a pas encore, mais presque? Voilà, merci. Ça va faire beaucoup de questions au bout d'un moment. Bon. J'écoutais toute votre démonstration sur le partage des données, sur la facturation électronique, etc. etc. Et j'avoue que ça me donne un peu le tournis, tout ça. Parce qu'on a le sentiment que demain, tout va se faire de façon électronique, de façon automatique, avec un rapport tout de suite au niveau de l'administration fiscale qui va pouvoir exploiter les données. 2 questions. Quelle est la part de... Est-ce qu'on tient bien compte de la part de la créativité des entreprises dans ce nouveau système? Est-ce qu'on tient compte de la passion de l'entrepreneur? Est-ce qu'on ne formalise pas toutes les données pour que toutes les entreprises rentrent dans un cadre et n'en dépassent pas? Et la deuxième question, c'est est-ce que votre profession ne va pas faire les frais de cette modernisation dans les premières victimes? La troisième question, elle revient par rapport au PGE. Alors, je suis un peu comme Martine. On a fait des PGE remboursables sur 5 ans, qui représentaient 25% du chiffre d'affaires. Donc, ça fait 5%, grosso modo, il faut 5% de rentabilité pour pouvoir rembourser ces PGE. Quand on n'a pas bénéficié des reports, comment les entreprises, parce que la moyenne des entreprises est plutôt autour de 2,5% de rentabilité, comment les entreprises ont-elles couvert cette différence? Est-ce qu'elles ont rétrogradé sur l'investissement donc est-ce qu'elles ne prennent pas de retard par rapport au futur et par rapport aux années prochaines? Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, je vous donne la parole. On abordera peut-être cyber après. Oui, j'ai essayé de noter toutes vos questions. Si jamais je ne réponds pas à tout, n'hésitez pas. Le nombre d'entreprises équipées de PGI, est-ce que c'est la majorité? Alors, je tiens à préciser, je ne suis pas spécialiste de tous les domaines, mais bon, je vais essayer de vous répondre. Je pense qu'aujourd'hui, est-ce que toutes les entreprises, et notamment les TPE, ont un PGI? Je vais dire que la majorité en ont. Parce que la majorité des TPE, PME travaillent avec des experts comptables et qu'on les pousse à s'informatiser. Est-ce qu'ils ont tous compris la facture électronique? Ça, c'est un autre débat, puisque je vous l'ai dit dans mon propos, ils confondent souvent facture PDF envoyée par mail et facture électronique, mais ça va être de notre mission de les accompagner là-dedans, dans cette transformation, d'autant plus qu'on forme de façon assez massive depuis quelques années les experts comptables pour cet accompagnement. Donc voilà, et plus on se rapproche de l'échéance, bien sûr, plus la formation est intensive. La digitalisation reliée à la formation initiale et au diplôme. Alors j'ai parlé effectivement du DCG et du DSCG parce que globalement, je suis expert comptable et c'est la voie royale pour arriver, on va dire royale entre guillemets, pour arriver à l'expertise comptable. Souvent on passe par cette formation-là, mais il y a différentes filières pour arriver à l'expertise comptable, il y en a d'autres.
on aimerait que toutes ces nouvelles contraintes, ou opportunités soient mises dans l'enseignement, aussi bien au niveau du baccalauréat, aussi bien au niveau des BTS, etc. On pousse là-dessus. On a donc un secteur formation qui s'occupe de la formation continue, la formation initiale. On a pris en main, on va dire, entre guillemets, sur la région parisienne, une école qui s'appelle, on a monté une école qui s'appelle Supexpertise, qui est un centre d'apprentissage et qui dépend du conseil régional de l'ordre des experts comptables, où on essaye de mettre des modules innovants, justement pour tenir compte de la digitalisation et des compétences, parce qu'on est parfaitement conscient que les compétences dont on va avoir besoin demain, ce ne sont pas celles d'aujourd'hui dans les cabinets d'expertise comptable. Donc on essaye d'être force de proposition, mais c'est le ministère de l'enseignement supérieur ou l'éducation nationale, donc ça dépend, puisque notre diplôme est un diplôme d'État. Et voilà, on fait des propositions régulièrement et on va continuer à faire des propositions pour faire évoluer le cursus de formation. La seule partie sur laquelle on a vraiment une action, c'est le stage d'expertise comptable, où là, par contre, on peut être très influent. Après, le reste, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur, mais bon, on essaye. Oui. Je ne sais pas si c'est politiquement correct de le dire, mais oui, c'est difficile, c'est très difficile. Et peut-être pour compléter ma question, est-ce que cette digitalisation change la structure des emplois? Niveau bac plus 2, niveau bac plus 3 et plus. Voilà, c'était un petit peu... Ça va forcément avoir un impact, forcément. Maintenant, est-ce que ça va être un impact comme ça, le 1er juillet 2024, facture électronique, tout? Non, mais ça va se faire dans la durée et ça va se faire, je veux dire, naturellement. Parce que on va, comme je vous l'ai dit dans mon propos préliminaire, c'est les compétences des futurs collaborateurs, mais aussi des actuels. Parce que c'est de notre responsabilité, à nous, experts comptables, employeurs, de préserver l'employabilité de nos collaborateurs. Et donc, ça passera par la formation continue, où là, on maîtrise complètement le sujet. Et après, ça découlera sur la formation initiale et sur les nouvelles compétences dont on aura besoin. De toute façon, l'éducation nationale sera bien obligée de se mettre en phase avec les besoins du marché. Je ne vois pas comment on peut être déconnecté complètement. Donc voilà, donc je pense que ça... Enfin, je ne suis pas inquiète. Alors, ça ne se fait pas aussi vite qu'on le souhaiterait, ça c'est sûr, mais ça se fera. Guichet unique, point état des lieux. Alors là, guichet unique. Alors ça, c'est la grosse surprise du début de l'année. Alors, état des lieux. La création, on va y aller par étapes, puisqu'on a la création, les modifications, la cessation, et je vous parlerai aussi du dépôt des comptes dont j'ai évoqué avec Monsieur le Président les difficultés à venir. Les créations, ça fonctionne à peu près bien. On a beaucoup moins de difficultés aujourd'hui sur les créations, ça peut fonctionner. Modification, cessation, c'est toujours compliqué, très compliqué. Et alors, le dépôt des comptes, comment vous dire, les greffes aujourd'hui refusent 95%, c'est ça, je ne me trompe pas de chiffre, j'allais dire 99, mais j'exagère. 95% des dépôts des comptes sont refusés par les greffes aujourd'hui, sachant que le plus haut de la période de dépôt des comptes, ça va être juin-juillet, puisque la majorité des entreprises dans notre pays clôturent leur exercice au 31 décembre. Si on n'est pas en mesure de déposer les comptes annuels sur la période de juin-juillet, on risque d'avoir à l'automne des ruptures de crédit pour les entreprises. Et bien sûr, les plus impactés, ça va être les TPE-PME, on est bien d'accord, et des ruptures de crédit fournisseurs et ruptures de crédit pour les investissements également. Sans vous parler, bien évidemment, de l'obligation légale qui leur est faite de déposer les comptes, avec les conséquences derrière en matière judiciaire, puisque c'est une obligation légale. Donc voilà, mais moi, ce qui me préoccupe et ce qui préoccupe la profession aujourd'hui, c'est plutôt la rupture des crédits fournisseurs si on n'est pas en mesure de déposer les comptes, en tout cas si les greffes ne sont pas en mesure de les recevoir. Parce que les déposer sur le guichet unique, on les dépose, mais ça n'arrive pas aux destinataires que sont les greffes.
Donc voilà, là aujourd'hui, c'est notre principale préoccupation en ce qui concerne le guichet unique, sachant que les cessations, les modifications, on a toujours des difficultés. C'est un vrai frein à l'activité économique aujourd'hui, hein, cette histoire du guichet unique. Hein. Donc ça va être très, très compliqué. Madame la Présidente, oui. Pendant que vous évoquiez ça, comme on est intervenu déjà à plusieurs reprises sur ce sujet-là, oui, oui. Je pense que, étant donné l'échéance qu'on nous a indiquée au 30 juin, alors qu'auparavant, ça tout devait être réglé fin mars, je pense que, si vous en êtes d'accord, on va faire un courrier à Bruno Le Maire et un à Olivia Grégoire, et on se permettra de se rapprocher de vous pour bien sûr, bien cibler bien les volontiers, choses, pour indiquer que des échéances arrivent et des conséquences, pour essayer de booster tout ça, quoi. Et si on n'a pas de réponse, bah, on fera une question. Voilà. Mais les questions orales, j'y crois plus trop, parce que c'est... Bon, voilà, c'était simplement sur ce sujet qu'on rebondisse sur du volonté, concret. Monsieur le Président. Oui, Martine. Oui, pardon. Oui, juste par rapport aux 80% donc refusés par les greffes, c'est-à-dire 95%. 95%. C'est-à-dire que la transmission ne se fait pas, c'est-à-dire vous déposez, vous dites que vous déposez sur le guichet unique et après, c'est la transmission qui ne se fait pas vers les greffes ou... A priori, alors je ne sais pas si c'est la transmission qui ne se fait pas, parce que je ne suis pas dans le cœur du système, hein, mais ce que je sais, c'est qu'à la réception, ce qu'ils reçoivent, alors d'après les greffiers que j'ai rencontrés aussi pour évoquer ce sujet, d'après les greffiers, ce qu'ils reçoivent n'est pas conforme avec ce qu'ils attendent. Donc voilà. Et en matière de dépôt des comptes, et je ne vous parle pas non plus de la complexité du guichet unique par rapport à ce qu'on avait auparavant. C'est-à-dire qu'on défile des pages et des pages et des pages pour mettre 3 informations. On passe un temps fou sur ce nouveau guichet qui, excusez-moi, mais n'a pas été développé avec, je pense, un comité utilisateur. On n'a même pas été... nous, experts comptables, on est les principaux utilisateurs. Et on n'a pas été conviés dès le départ aux commissions, au comité utilisateur. Je sais même pas. Je pense qu'il n'y avait même pas un comité utilisateur au départ. Enfin, Eric était là. Il n'y avait même pas de comité utilisateur. C'est les informaticiens de l'INPI qui ont développé. Donc voilà. Donc ça va être une vraie problématique qui va. Moi, je suis rentrée en fonction. Vous l'avez dit, fin décembre. Dès le 2 janvier, c'est le sujet que je maîtrise le plus. Le 2 janvier, c'était mon premier sujet, guichet unique. À 10h du matin, le 2 janvier. Il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Donc voilà. Au niveau des défaillances, vous m'avez interpellé, posé une question sur les défaillances en 2023. Est-ce qu'elles vont augmenter ? Comme je vous l'ai dit dans mon propos, il y aura une augmentation. Alors après, on est au mois de début mai 2023. J'aimerais avoir des dons pour deviner ce qui va se passer et ça me rendrait bien service. Mais de nous, ce qu'on voit aujourd'hui, on n'a pas une augmentation des défaillances de façon importante. On a une augmentation des défaillances début 2023 par rapport aux années précédentes, et notamment on se référence plutôt sur les années 2019, puisqu'on sait que 2020-2021, ce ne sont pas des années significatives, puisque le quoi qu'il en coûte a permis de maintenir l'activité économique, et donc du coup il y avait quasiment plus de défaillance. Mais là, pour l'instant, on n'a pas de défaillance un nombre de défaillances de façon très important au jour d'aujourd'hui. Donc voilà. Pour ce qui est des liquidations amiables, puisque c'est ce que vous me disiez, les commerçants aujourd'hui préfèrent fermer avant de se retrouver en liquidation judiciaire et faire une liquidation amiable de façon volontaire. J'avoue, je ne sais pas, on n'a pas de chiffres là-dessus. Je vous avoue, je n'ai pas de chiffres là-dessus. Par contre, ce qu'on constate, et vous avez dû le constater aussi, c'est que dans certains secteurs d'activité, les changements de mode de consommation de nos concitoyens ont eu un impact très important. Je parle pour ça de tout ce qui est commerce d'habillement dans les centres-villes, dans les galeries commerciales. On constate aujourd'hui que le changement de mode de consommation qui a été accéléré
avec la crise Covid, les confinements et les fermetures, globalement, les Français aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que les achats en la matière sur Internet, alors je parle de l'habillement parce que c'est un des secteurs les plus impactés par ça, mais il y a d'autres secteurs d'activité qui sont impactés. On constate qu'il y a vraiment, là, sur les changements de consommation, des changements, effectivement, il peut y avoir un petit risque à ce niveau-là, au niveau des mois qui vont venir. PGE, report plus long. Alors, les reports de PGE, enfin voilà, il n'y en aura pas plus que ce qu'il y a eu. Par contre, il existe des procédures amiables auprès des tribunaux de commerce en termes de conciliation qui permettent, ou des mandats ad hoc, hein, il y a des procédures qui existent auprès des tribunaux de commerce dont les chefs d'entreprise peuvent se rapprocher de leur tribunal de commerce pour mettre en place. Ce sont des procédures qui sont pas publiques, qui ne sont pas publiées. Il n'y a pas, comme les procédures collectives, une mention sur le cabis disant qu'on est en procédure collective, que ce soit le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire. Mais il existe la conciliation, le mandat ad hoc, et les chefs d'entreprise peuvent se rapprocher pour qu'il y ait une discussion entre l'entreprise et le banquier qui a octroyé le PGE, et on a aussi la médiation qui peut aussi intervenir. Donc il y a des procédures qui existent, qui sont... Oui, mais effectivement, elles ne sont pas assez utilisées par les TPE, PME, et effectivement, il faudrait peut-être qu'on en fasse un peu plus la promotion. Je suis d'accord aussi avec... Enfin, on connaît les conséquences aussi en termes de notation bancaire des entreprises qui font appel à ça. Je sais, j'en ai discuté lors de mon entrevue avec Bruno Le Maire, avec un de ses conseillers, en lui disant attention, ils peuvent effectivement y aller, mais ils ont peur par rapport à leur notation, enfin leur cotation Banque de France et, je veux dire, dans leur rapport avec leurs banquiers, effectivement, il peut y avoir un problème là-dessus. Mais... globalement, je pense que ces procédures ne sont pas assez utilisées par les chefs d'entreprise, notamment pour les étalements un peu plus longs de PGE. Alors, la facture électronique et la part de créativité des entreprises, des entrepreneurs, la facture électronique, de toute façon, la facture électronique, c'est un fichier. La facture en elle-même, elle est normée. Une facture, elle est normée. On a des mentions obligatoires à mettre. Donc, la part de créativité, aujourd'hui, dans les factures, elle existe quasiment plus. Parce qu'on a des textes qui encadrent le mode d'établissement des factures qui font que, de toute façon, on a des mentions obligatoires, un prix, une quantité, un prix unitaire, etc., hors taxe, TVA. On n'a pas le choix. Donc, la facture électronique ne va reprendre que les mentions qui sont déjà sur les factures et qui sont déjà obligatoires sur les factures. Ou alors, je n'ai pas compris votre question. Non, si, mais ça ne se résume pas qu'à la facture électronique. Ça se résume, si vous voulez, parce que j'entendais dire, vous allez faire un comparatif d'un boulanger à un autre sur le prix de l'énergie, etc. Et ma question, c'est, donc on met tout le monde dans le même cadre, et puis dès qu'on a quelqu'un qui cherche un peu moins de revenus, qui cherche un peu plus de créativité, de recherche, ou je ne sais quoi, enfin qui a la passion de son métier, et qui est moins là avec l'objectif du revenu, est-ce que lui ne va pas avoir une alerte rouge de la part de l'administration fiscale, etc. Est-ce que ces entreprises, parce qu'aujourd'hui, vous voyez bien le système, on va de plus en plus vers de la normalisation. Vers de la normalisation. Et cette normalisation, moi, je la trouve dramatique en termes de créativité. Et je trouve qu'il faudrait quand même que votre profession mette un frein sur tout ça, parce qu'on ne peut pas tout le temps aller dans ce nivellement par le bas. Enfin, c'est ça qui me fait peur. C'était surtout dans ce... La comparaison sur l'énergie est banale comme source, mais si on parle de la farine, il peut y avoir des écarts, parce que c'est un choix. De prendre tel type de farine plutôt que tel autre pour faire... Et là c'est difficile de laisser des fonctionnaires juges de l'écart. C'est ça, hein, le sujet. Après, ces comparatifs dont Hervé a parlé en matière d'accompagnement pour aider le chef d'entreprise à savoir se situer...
je suis expert comptable, j'ai un cabinet, j'ai des clients, et quand je les rencontre au moment du bilan, enfin au moment des rendez-vous, ce qu'on appelle les rendez-vous bilan, pour expliquer comment ça s'est passé leur année, comment ça va se passer, enfin, etc., essayer de faire un peu de prospective avec les chefs d'entreprise pour les accompagner au mieux, souvent, ils nous posent la question, mais comment je suis par rapport aux autres ? Ça, il nous la pose, la question. Alors, après, chacun est on va dire, libre d'avoir de la créativité dans son métier, etc. Mais ce n'est pas la facture électronique qui va apporter plus de normalisation. Ça existe déjà. Il y a des nomenclatures professionnelles qui existent. Et ces nomenclatures professionnelles, le premier organisme qui les fait et qui les crée, c'est l'administration fiscale. Parce que l'administration fiscale, elle reçoit toutes les données des entreprises et elle est capable de générer ces nomenclatures. Je veux dire, quand l'administration fiscale constate comment se déclenchent certaines fois les contrôles fiscaux, c'est parce que l'administration fiscale a constaté une anomalie dans un indicateur par rapport à la profession. Donc ça existe déjà. Ce n'est pas la facture électronique qui va augmenter. Et en même temps, le fait de dire, c'est de l'accompagnement pour le chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'on ne va pas lui dire, enfin, à mon sens, mais Hervé pourra compléter mes propos, c'est pas le but, c'est pas de lui dire, vous consommez trop d'électricité, il faut changer votre four, ou etc. C'est de dire, voilà, vous avez une consommation d'électricité un peu au-dessus ou très au-dessus de la moyenne ou en dessous de la moyenne. Et à lui d'analyser pourquoi. Si la raison est qu'il fabrique du pain de façon à ce qu'il est obligé d'utiliser plus ces outils qui sont les fours, le pétrin, etc., c'est lui qui le sait. Mais ce n'est pas une obligation. Mais ça existe déjà, hein, ces données. Oui. Je ne sais pas si la présidente me permet peut-être deux éléments. Effectivement, sur cette facture électronique, il y a l'aspect formel des choses, il y a ce que l'administration pourra en faire, mais c'est malgré tout, et là je vous rejoins, un terreau d'innovation, à notre sens, sur plusieurs points. Le premier, c'est effectivement, on peut atteindre un niveau de granularité en termes d'information. Effectivement, quand on compare le boulanger, et même on peut aller jusqu'à la farine, parce que dans la facture électronique, on a toute l'information sous-jacente qui est derrière ce qu'on voit, ce qui est visible, et le non visible qui sera lu par les machines et les logiciels peut nous permettre d'aller à un niveau très très fin en termes d'information pour outiller l'entreprise. Et donc je pense que l'innovation peut être d'abord d'une certaine façon un gain de temps pour l'entreprise, hein, parce que plus on aura ces process électroniques et plus on aura des outils performants pour les raffiner, les travailler, plus on pourra dégager du temps pour que l'entrepreneur, le dirigeant puisse se concentrer sur les missions, son activité avec plus de valeur ajoutée. C'est aussi un territoire d'innovation pour nous, experts comptables, ça dépend comment on le prend, en termes de gain de temps. Mais c'est surtout en faisant la combinaison entre la donnée disponible, financière, non financière, et tous les éléments qui adhèrent à une facture électronique, peut nous permettre d'avoir, en croisant avec les outils d'analyse, les outils dont on parle souvent, hein, d'intelligence artificielle ou autre, on peut aller très loin dans ce qu'on peut produire en termes d'information, en termes de prédictibilité de certaines situations. Quand on prend la météo, par exemple, qu'on croise avec ce qui se passe en termes de chiffre d'affaires, la saisonnalité, il y a plein de choses qu'on peut dégager en termes d'informations utiles pour le client. Si tu en es d'accord, Présidente, je pense que ça peut être des sujets qu'on peut poser à condition de les travailler, et c'est aussi le rôle qu'on aura en tant qu'expert comptable. Juste pour compléter, je me permets, j'en reviens à ce que vous venez de dire. Cette discussion, oui, on demande toujours, enfin, moi je vois dans mon domaine, on va demander nos collègues ce qu'ils font en termes de comptabilité, où ils en sont, etc. Cette discussion-là, moi, je veux l'avoir avec mon expert comptable, mais en aucun cas avec l'administration fiscale.
Et je ne veux surtout pas que l'administration fiscale, demain, me dise « Ah, mais attendez, vous n'êtes pas bon, là, sur votre consommation d'énergie ou de farine. Il va falloir que vous changiez votre process. » Et ça mène à ma deuxième question. Et il y a un moment, il va falloir qu'on mette un frein, parce que j'entends la météo, etc., mais on va tomber fou avec toutes ces données. On va tomber fou à un moment, parce que même pour tout le monde. Ça fait beaucoup de données. Beaucoup de données. Je suis d'accord. Et puis j'essaie de me dire, si on va en arrière, est-ce qu'on aurait mis ce système-là en place déjà 30 ans en arrière? Est-ce qu'on serait plus performant? Et est-ce que la France serait encore plus forte que ce qu'elle est? J'en suis pas sûr. Après, je ne suis pas persuadée que la facture électronique soit mise en place pour apporter de la donnée, de comparaison pour le chef d'entreprise, etc., etc. On sait tous très bien à quoi va servir la facture électronique, à lutter contre la fraude fiscale et la principale qui est la TVA. N'oublions pas que la TVA est quand même la première recette du budget de l'État. Donc voilà, bon, dans tous les pays où ça a été mis en place, et en même temps... c'est un peu le sens de l'histoire aussi. Je veux dire, on ne pourra pas lutter contre la mise en place de la facture électronique. Elle va être mise en place parce que c'est le sens de l'histoire. À nous maintenant de se saisir de cette obligation pour en faire un avantage. Et pour en faire un avantage pour les entreprises. On sait que c'est l'administration fiscale qui va s'en servir. À nous d'en tirer le meilleur parti. À nous, experts comptables, de démontrer à nos clients que cette obligation peut être une ressource pour eux en matière de données. C'est ça. Quand on a une obligation, enfin, alors peut-être c'est mon côté un peu optimiste et naïf, j'essaye de trouver l'opportunité que je peux dégager de cette obligation, puisque sur cette obligation-là, je n'ai aucun pouvoir. Alors, plutôt que de la subir, essayons d'en tirer le meilleur parti, et pour les entreprises et pour les TPE-PME. Parce que c'est eux qui vont en subir, je veux dire, les plus fortes contraintes si on ne les aide pas et si on ne leur démontre pas ce qu'ils peuvent en tirer. Et en termes de données, je pense que c'est important. Tant pis pour la créativité, je dirais, mais on restera créatif. Je vous promets, on restera créatif. On peut être créatif à la donnée. Mais j'aimerais bien, mais on ne peut pas, monsieur le sénateur. Je veux bien essayer. Oui, je veux bien essayer, mais je ne suis pas sûre d'être écoutée. Ça va être une simplification. Oui, c'est ça, absolument. Oui. S'il vous plaît, sur... c'est pas l'INPI qui développe la facture voilà. électronique. Le petit scoring qu'on m'avait évoqué concernant les TPE sur, on va dire, un certain nombre de... Je crois que c'était une dizaine d'indicateurs qui étaient prévus en termes de RSE. Voilà, si vous pouvez me répondre là-dessus, est-ce qu'il est vraiment établi? Est-ce qu'on pourrait... Non. Non. On l'a... Alors, effectivement, c'était une proposition... qui a été faite, je crois, l'année dernière, de mettre une dizaine d'indicateurs et de le mettre dans l'alias fiscal. Et après mûre réflexion, sur la TPE-PME, ça me paraît être une contrainte trop importante aujourd'hui. La TPE-PME n'est pas dans l'obligation aujourd'hui de fournir ces données, mais par capillarité, ça va vite arriver sur la TPE-PME. Donc, il m'avait semblé plus opportun, toujours pour rester dans saisir l'opportunité d'une contrainte, de commencer à un peu habituer les TPE-PME à fournir des données extra-financières, mais des données extra-financières qui puissent être facilement captées par l'expert comptable, puisque c'est quand même des données qui vont impacter, et c'est l'expert comptable qui va être à la manœuvre pour ça. Et quand l'expert comptable est à la manœuvre, en principe, on a une petite facturation derrière, et donc c'est quand même un peu désagréable pour l'entreprise et impactant pour l'entreprise. Donc, si on arrive à publier des données extra-financières pour démarrer, qui soient facilement appréhendables. Donc on avait pensé plutôt à des données en termes de consommation d'énergie,
puisqu'on était dans la crise énergétique, enfin on est toujours dans la crise énergétique, et que ça paraît important que le chef d'entreprise prenne conscience de sa dépense énergétique, et en termes aussi d'égalité hommes-femmes dans les entreprises. Voilà, c'était les deux données là sur lesquelles on est en train de travailler, et pas de les mettre dans l'alias fiscal, parce que on ne va pas se recréer une obligation fiscale, hein, puisqu'on parle de simplification des normes, donc autant... enfin voilà, on avait pensé le mettre plutôt dans l'annexe des comptes annuels, tout simplement. Mais voilà, mais les 10, on a estimé qu'aujourd'hui, ça viendra, mais aujourd'hui, c'est peut-être pas le moment de le faire. Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, malheureusement, on est obligé de conclure, puisqu'on s'était fixé 10 heures et chacun a derrière d'autres obligations. Merci à tous les deux de vos explications qui recoupent totalement nos interrogations. Il y en a 10 fois plus, évidemment. On pourra revenir peut-être sur des thèmes précis à l'occasion. En tout cas, je réitère mon propos sur Oui. le fait d'alerter Complètement. Bercy Oui. sur ce Quand sujet, et on aura besoin de votre... Pas de souci, quand vous voulez, votre il n'y a pas de expertise problème. là-dessus. Je suis complètement d'accord, parce que plus on est nombreux, plus ça peut peut-être faire bouger un peu les choses. Donc voilà. Si vous voulez, je peux vous laisser, enfin, on peut vous adresser la copie de mon petit discours d'introduction, comme ça permettra. Les services. Voilà. Merci Voilà. beaucoup. Concernant les Monsieur propositions, le Président. on vous les adresserait si vous le souhaitez, pour que vous l'ayez dans le détail. Très bien. Merci à vous. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci.